Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, on va parler de conférences, on va parler de vente et puis surtout, j'ai un invité de marque, Michael Aguilar. Bonjour à toi et merci d'être venu. Bonjour, merci Nicolas. C'est un plaisir. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais et afin que nos auditeurs puissent comprendre un petit peu mieux. Eh bien, je suis conférencier à temps plein depuis 2015, 2005, c'est-à-dire Ouais. 19 ans maintenant que je donne des conférences tous les jours. J'en donne à peu près 150 par an, Wow. 137 l'an dernier. Je dirige également un cabinet de formation avec 5 consultants depuis 25 ans. Uhum. Euh, Formation spécialisée exclusivement dans l'efficacité commerciale. Et toutes D'accord. les conférences ont un objectif, aider à vendre plus, plus vite, plus cher, plus souvent. D'accord, super intéressant. Donc ouais, donc tu es conférencier, ça, j'aime bien le préciser, enfin amplifier l'idée. Tu es conférencier professionnel, tu vis de la conférence depuis plus de 10 ans. Absolument, je ne Ouais. vis que de ça, je ne fais pas de formation, je ne fais pas de coaching, Hmm. je, je ne vis que des shows que je fais sur scène. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là, qu'est-ce qui t'a amené à ça et puis comment ça s'est passé? J'aimerais bien surtout revenir au début C'est très simple, on est en 1986, Mhm. j'ai 20 ans et je crée avec mon meilleur ami une entreprise de sécurité informatique. Il était ingénieur en informatique et moi j'allais rentrer en école de commerce. Mhm. Et on était persuadé que le monde nous attendait. Toi, tu n'étais pas encore né certainement, mais sache que dans ces années-là, il se passe quelque chose, Nicolas. C'est Ouais. que il y a un homme qui sévit un peu partout et qui donne une envie dingue à tout le monde d'entreprendre. Il s'appelle Bernard Tapie. Hmm. Et il fallait créer une entreprise pour être dans le coup. Donc nous, on a 20 ans. C'était comme les startups aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait faire fortune, que les filles allaient nous tomber dans les bras. Une entreprise de sécurité informatique, parce que lui était un ingénieur informatique. Et donc, au bout d'un an d'activité, eh ben, j'ai vendu. D'accord. J'ai vendu ma montre, j'ai vendu ma voiture et j'ai vendu mon ordi. Ça fait de Euh, la vente, ouais. c'est une catastrophe. En fait, j'ai rien vendu du tout. Ouais. Hmm. Je comprends que je ne suis pas compétent dans ce que je vends parce que je manquais de bagages techniques. Donc, j'ai décidé de me former Mhm. aux techniques de cryptographie, qui était un des moyens qu'on utilisait pour crypter les données. Hmm. Donc, au bout d'un an suivant, l'année suivante, j'ai fait des démonstrations très impressionnantes auprès de mes clients. Ils étaient très impressionnés. Ils m'achetaient rien du tout, mais ils étaient impressionnés. Et je suis au bord du dépôt de bilan, Nicolas. Je suis même allé acheter un livre qui s'appelle Comment déposer son bilan. Et je suis en train de lire ce livre. Et mon oncle, j'étais chez mes parents, me dit: mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis: je vais déposer le bilan, j'ai rien vendu. Et mon oncle était commercial et il me dit: lis ce livre. Et il me donne un livre qui s'appelle L'art de vendre de Heinz Goldman. Mhm. Je découvre la vente à travers ce livre et je me rends compte que je fais exactement le contraire de ce Hmm. que préconise cet auteur. Je décide donc de mettre en œuvre les techniques qui sont enseignées et je décroche dans la même semaine la première vente qui a sauvé ma boîte. Hmm. Une vente de 50 000 francs et la semaine suivante, une vente de 70 000 francs à l'époque. Et mon entreprise est sauvée grâce aux techniques de vente. Donc, je me passionne pour le sujet. 6 ans plus tard, je décide d'arrêter toutes mes activités et d'écrire un livre très original qui n'existait pas, qui s'appelle Vendeur d'élite. Hmm. Et pour ça, j'ai passé un an à accompagner les meilleurs vendeurs de France. Pendant un an, j'accompagne le meilleur vendeur de France d'IBM, d'AXA, Xerox. Je fais 50 sociétés différentes. Mhm. J'écris ce livre. Et une fois que ce livre sort, on me demande de venir raconter mon histoire dans les entreprises. Donc, on me demande de faire des conférences. Je commence à raconter mon histoire. On me demande de faire des formations. Je crée ma boîte de formation. Et je vais très vite. En 2005, je vais aux États-Unis, à la National Speaker Association, pour voir les conférenciers professionnels américains. Et là, je découvre un monde totalement nouveau pour moi, le Mhm. monde du motivational speaking. C'est-à-dire des conférences qui ne sont pas des cours, mais qui sont à la fois des spectacles où il y a de l'humour, où il y a de l'inspiration. Et je décide de faire mon métier. Donc, je me forme chaque année aux États-Unis depuis maintenant 2005 Hmm. euh, pour devenir,
enfin, je suis devenu motivational speaker. Et tu me pardonneras ce moment d'autosatisfaction. En 2018, j'ai obtenu le CSP. C'était c'est la plus haute distinction pour un conférencier Wow. américain. C'est l'équivalent des Oscars pour les conférenciers. Il m'a fallu 10 ans pour l'obtenir. Voilà pour mon parcours. Énorme, énorme. Ah, c'est super intéressant. Et donc, moi, ce que j'entends qui est intéressant sur ton parcours, c'est que finalement, en fait, tu es venu à ce métier que tu exerces aujourd'hui par un besoin et par une demande qui est venue à toi. Oui, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de formations. Je ne faisais Ouais, que ça. Et j'avais envie d'impacter beaucoup plus de monde. plus C'est-à-dire que forte. parler à 8 personnes pendant une journée, c'est quelque chose, mais j'avais envie de quelque chose avec plus d'adrénaline. Et Uh-huh. l'adrénaline maximale, ou bien tu sautes en parachute, Ouais, ou bien tu montes sur scène et tu parles à 1000 personnes, 2000 personnes, ouais. ou 300 personnes. Hein. Je ne parle pas qu'à des audiences de 2000 personnes. Mais il n'y a rien qui soit plus excitant que d'arriver sur scène, d'avoir 2000 paires d'yeux qui sont braqués sur toi et tu dois les embarquer et tu as 1 heure pour ça. Hmm, hmm. C'est vrai que c'est en termes de shoot d'adrénaline, c'est pas mal, quoi. C'est ça. C'est super. Et donc du coup, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis un moment, tu vis de la conférence. C'est un métier. Enfin, moi, je vois c'est quand même assez difficile de vivre de la conférence. C'est l'impression que j'ai extérieurement, puisque C'est très difficile. Tu sais, c'est exactement comme les startups. ouais, Ça fait rêver tout le monde. ouais, On sait que le taux de mortalité des startups est de plus de 90%. tout à fait. Moi, je vois énormément de gens passer dans l'univers de la conférence qui se présentent comme conférenciers sur LinkedIn. D'ailleurs, tout le monde est conférencier. Oui. Euh, Parce qu'ils en ont fait une gratuite ou deux. Et voilà. Il y a énormément d'aspirants, il y a très très peu d'élus. Parce que c'est un Hmm, métier très complexe, qui a l'air très simple, hein, parce que parler, tout le monde sait parler. Monter sur scène et parler devant 1000 personnes, c'est à la portée de n'importe qui, mais de faire en sorte que pendant 1 heure, les gens n'aient pas une seule seconde la tentation de regarder Facebook ou Twitter, et qu'à la fin, ils se disent « Waouh, il m'a retourné le cerveau hmm, et j'ai envie de changer. J'ai envie de changer des choses dans ma vie. » Ça demande une technicité qui est très haute et un travail de fou. Juste pour te donner un exemple, ma dernière conférence, qui s'appelle Conquérir ou périr, sur la prospection, j'ai mis 2 ans pour l'écrire. 2 ans. waouh, waouh. Entre le moment où je l'ai décidé et le moment où, pour la première fois, je l'ai présenté sur scène, il s'est passé 2 ans. J'ai travaillé avec un metteur en scène, avec un humoriste, j'ai fait des tests, j'ai changé, j'ai modifié X fois pour arriver à un produit qui soit abouti. Hmm, hmm. Et du coup, après, tu l'as testé à un moment donné tu as fait des bêta, enfin, des tests avec des petites audiences. Comment ça s'est passé? Exactement. Exactement. Hmm, Euh, alors d'abord, moi, j'ai un test, c'est une grande tradition chez moi. C'est un test qui est épouvantable, qui s'appelle le test de l'adolescent. ouais, Tu fais venir des adolescents, tu vois, genre 13-15 ans, et tu leur fais ta conférence. Les adolescents, l'avantage, c'est qu'ils ne te font pas de cadeaux. hmm, Euh, Si ta conférence n'est pas intéressante, au bout de 2 minutes, ils sont sur Instagram. Et donc, je regarde à partir de quel moment ils commencent à sortir décroche. leur portable pour regarder. Si je Hmm, vois qu'ils sortent leur portable pour regarder, je me dis là, je ne suis pas bon, il faudra que j'enlève cette séquence. Et donc, j'ai des enfants qui sont maintenant un petit peu plus grands, mais mes enfants, je leur demandais régulièrement de me faire venir leurs copains. Donc, régulièrement, mes enfants demandaient à leurs copains, à leurs copines de venir. Et une fois qu'ils étaient 12-15, eh ben, je testais ma conférence et je voyais s'ils étaient intéressés. Ce qui est génial avec les ados, c'est que sincèrement, euh, ils sont pas dans la bienveillance. Si c'est pas bon, hmm. c'est pas bon. Et ils te le disent et ils prennent pas de gants. Et c'est d'autant plus difficile qu'en plus, c'est pas le public ciblé initialement. Exactement. Mais ça c'est la deuxième raison. Je te demande pardon. La deuxième raison pour laquelle je demande à des adolescents de venir, c'est que comme ce ne sont pas des commerciaux, pour pouvoir les intéresser, j'ai besoin d'être encore 10 fois plus puissant que Hmm, si c'était des commerciaux. Parce qu'ils ne connaissent pas le métier et il faut que je rende mon exposé suffisamment intelligible et accessible pour qu'il s'adapte à tous les publics. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que mes clients m'achètent une conférence
sur étagère. J'ai 4 conférences différentes. Euh, Par exemple, j'ai une conférence qui s'appelle Faisez la différence. Comment se différencier de la concurrence. Et un jour, je vais avoir des vendeurs en porte-à-porte. Le lendemain, je vais avoir des vendeurs grands comptes. Le surlendemain, je vais avoir des vendeurs en magasin qui vont assister à cette conférence. Donc, elle doit s'appliquer à tous les publics. Et je sais que si elle s'applique aux adolescents, c'est le plus petit dénominateur commun. Je sais qu'elle plaira à tout le monde. D'accord, d'accord. Donc, tu as cette double gymnastique, en fait, d'arriver à être spécifique, de donner du contenu justement aux personnes qui te demandent la conférence et en même temps de pouvoir t'adapter au plus grand nombre. Exactement. Ça doit être totalement universel. Je vends une espèce de couteau suisse et il faut que tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Et des fois, tu vois, j'ai des vendeurs qui font de la vente complexe. Eh bien, ils doivent se dire à chaque instant, ah, ça c'est approprié à mon univers. Et la vendeuse en magasin de prêt-à-porter, parce que telle enseigne m'a demandé cette conférence, doit se dire exactement la même chose. Donc, c'est un travail hyper exigeant de trouver des exemples, des illustrations, des vidéos, des anecdotes, du storytelling qui parlent à tout le monde. Ouais, parce que je me rappelle, j'avais eu le plaisir d'assister à une de tes conférences à Toulouse. Oui. Et la dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2015, je crois. C'était génial, quoi. C'était vraiment captivant, captivant. Je me rappelle encore de l'histoire de la vendeuse de sacs dans un… De sac à main en croco. C'est ça, exactement. Tu vois, et c'est là que c'est intéressant parce que je peux te dire, oui, j'ai adoré ta conférence ou autre, mais que 4 ans après, je sois capable de ressortir un exemple, ça, c'est une clé. Et j'en viens à une question parce que personnellement, moi, je ne me considère pas comme conférencier. Déjà, un, parce que je n'en vis pas de la conférence. Et deux, parce que si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas un bon conférencier. Moi, mon job, c'est formateur. C'est vraiment ça, mon cœur d'expertise. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises, pour toi, quelle est la différence entre un formateur et un conférencier, afin que nos auditeurs puissent vraiment avoir la différence et comprendre que ce sont vraiment des métiers différents et complémentaires. Bon, tu poses une très, très bonne question. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout le monde se plante à cause de ça. Tous les gens qui viennent de la formation ou du coaching et qui veulent devenir conférenciers ne comprennent pas que ce n'est pas du tout le même métier. C'est exactement comme être joueur de foot et devenir entraîneur. Ce n'est pas du tout les mêmes ressorts. Le métier de conférencier consiste à inspirer, à bousculer, à faire réfléchir. Le métier de formateur transmet des connaissances et des compétences. À la fin d'une formation, la personne que tu as eue en stage doit se dire, tiens, là, j'ai acquis une nouvelle compétence qui me rend meilleur sur telle dimension. Et voilà, je sais utiliser tel logiciel de montage ou toi, dans ton expertise qui est la PNL, je pense que je vais mieux savoir communiquer et créer plus de liens avec mon interlocuteur. J'ai de réels outils pour y parvenir. Moi, je ne communique jamais d'outils. Les gens ne repartent pas du tout avec des outils. Ils repartent avec un coup de pied au cul, avec l'envie de changer des choses, l'envie de bouger. Des fois, comme je dis souvent, ils repartent parfois avec le goût du sang dans la bouche. C'est-à-dire que à l'issue de mes conférences, j'ai des centaines et des centaines de témoignages sur le thème, Michael, j'ai envie de quitter cette salle de convention pour aller chercher des clients. J'ai qu'une seule envie là, c'est de retourner à mon bureau pour prendre mon téléphone. Et là, tu as fait ton job. Ils repartent avec de l'envie, de la motivation et de l'inspiration. C'est-à-dire que je leur ai décollé la pulpe du fond et je leur ai donné envie de faire bouger des choses. Et ce n'est pas du tout les mêmes ressorts, Nicolas. Je ne transmets pas de compétences du tout. J'ai fait de la formation pendant des années. Je pense que j'étais un formateur très correct, mais je n'utilisais pas du tout les mêmes ressorts. Et c'est ce que j'ai vu lorsque j'ai été aux États-Unis en 2005 et que j'ai décidé d'en faire mon métier. Je me suis rendu compte que les conférenciers que j'écoutais ne faisaient pas du tout ce que je faisais en formation. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui permettait à ces conférenciers de me scotcher littéralement pendant 1h30 et faire en sorte que l'heure et demie avait duré à la fin de la conférence 5 minutes pour moi.
Hmm. Et c'est ce que j'ai été apprendre aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'école en France. Hmm. D'accord. Et aussi, un autre point que je vois dans le milieu de la, enfin, pas dans le milieu de la conférence, mais sur des bonnes conférences, c'est qui est lié. Donc, il y a la partie motivation, mais aussi cette partie de changement de croyance aussi Oui, qui est vraiment présent. oui. C'est changement de paradigme qui a Alors ça, changer. Toi qui fais de la PNL, tu sais qu'il y a rien de plus difficile que de changer les croyances. complètement. Euh, et, et c'est pourtant l'un des leviers les plus puissants. Alors, il y a quelques outils pour y parvenir, mais un des outils qui est le mien, c'est d'impacter puissamment avec une histoire, avec un storytelling approprié. C'est parfois d'utiliser les bons mots. Ce qui est fascinant, c'est que des fois, tu sais, tu as une phrase, tu la prononces d'une certaine manière, à certains moments, parce que tu l'as dite à ce moment-là, et de cette façon-là, ça va faire réagir les gens, et ils vont se dire, ah oui, ça c'est bon, ah oui, ça c'est vrai, ah, ça c'est puissant. Et la formulation, des fois, tu sais, je passe des jours à trouver la bonne manière de formuler une simple phrase pour qu'elle ait Hmm. le bon impact, à trouver la bonne musicalité, le bon rythme. Hmm. Je vais te raconter une anecdote. Euh, En 2010, j'écrivais un livre qui s'appelle L'art de motiver. Hmm. J'avais écrit à peu près 120 pages et je perds mon manuscrit dans le train. J'oublie de le prendre en rangeant mes affaires. Tous mes livres, j'en ai écrit 12, je les ai écrits dans le train. J'adore prendre le train. Dès que je vais quelque part, je prends pas l'avion, moi je prends le train pour écrire. Et je perds mon manuscrit, j'appelle les objets trouvés et ils ne retrouvent pas mon manuscrit. J'en étais malade, mais vraiment malade parce que ça faisait un an que je bossais dessus, j'avais trouvé de bonnes idées, j'étais content de ce que j'avais écrit et je me sentais plus du tout le courage de recommencer. J'imagine. Et j'ai décidé d'abandonner ce bouquin, La mort dans l'âme. Et l'été suivant, je suis aux États-Unis et j'assiste à une conférence de Brian Tracy. Hmm. Tu connais Brian Tracy? Oui, bien sûr. Grand Et nom. j'assiste à une conférence et à un moment, il dit cette phrase, il dit juste une phrase. Il dit, vous savez, dans la vie, vous devez choisir entre deux douleurs, la douleur de l'effort ou la douleur des regrets. La douleur de l'effort, elle est beaucoup plus intense, mais la douleur des regrets, elle est beaucoup plus longue. Hmm. Simplement à cause de cette phrase, je me suis dit, OK, il a raison, je choisis la douleur de l'effort, je vais me remettre à écrire ce livre, parce que si j'écris pas ce bouquin, j'aurai des regrets toute ma vie. Je me suis mis à bosser comme un fou. Un an plus tard, eh bien, l'art de motiver sortait, et je me félicite d'avoir sorti ce bouquin qui connaît un grand succès. Génial. La puissance d'une seule phrase qui Hmm. peut t'amener à changer parce qu'elle est prononcée de la bonne manière, au bon moment, Hmm. et elle est prononcée avec les bons mots qui font qui suit un chemin dans ton cerveau et qui impacte la bonne partie du cerveau pour te donner envie de te mettre un coup de pied aux fesses. C'est ça ce Ouais. métier. C'est génial. Et du coup, effectivement, la notion des bonnes phrases, des bons mots, on le voit beaucoup dans les réseaux sociaux et autres avec toutes les citations. Mais là où il y a vraiment cet apport complémentaire, c'est qu'une citation en tant que telle, si tu l'as au bon moment, Oui, ça va te faire tilt. Ou exactement. alors, tu vas en avoir 5000, ça va servir à rien. Et toi, il y a tout cet enrobage-là sur une bonne conférence. Donc, si j'entends bien, c'est de mettre en avant les choses, de préparer, de sortir le mot, de sortir la phrase avec la bonne tonalité, le bon rythme. Mm. Et au bon moment, après avoir raconté une bonne histoire, Mm. euh, comme je viens de le faire, tu vois l'histoire Mm. que je. Complètement. Et avec la citation à la fin, voilà, là, tu as une bonne séquence. Mm. Et en parlant de storytelling, justement, tu vois, moi, j'ai sur mes dernières conférences que j'ai dû préparer, euh, j'étais embêté par un point clé, c'est que je vois toujours une structure sur les conférences qui, pour te dire de toi à moi et de toi à nous, puisque on a nos auditeurs qui sont avec nous, euh, raconter une histoire qui est mon histoire. Je suis parti de zéro, j'ai galéré, j'ai eu un changement dans ma vie et après, ça a été fantastique. Bon, je caricature volontairement, mais
c'est une structure de conférence que j'ai beaucoup vue, du Oui, moins dans mon milieu, et qui aujourd'hui me fatigue et ne m'inspire plus. bien sûr. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça et est-ce que tu aurais justement des choses à me dire par rapport à ça ou d'autres conseils ou... Ah ben, voilà, tu touches du doigt un des problèmes de la conférence, c'est qu'il faut se renouveler. C'est qu'au bout d'un moment, Mm. quand tu racontes des histoires d'une certaine manière ou d'une certaine façon euh, qui donne le sentiment à ton auditoire qu'ils ont déjà entendu ou vu la même chose, Mm. tu lasses et tu ne surprends plus. L'un des Mm. leviers les plus puissants dans la conférence, c'est la capacité qu'on a à surprendre et à étonner. Et Mm. donc moi, tu peux pas savoir le temps que je passe à écouter des conférences des uns des autres, à réfléchir, à lire des bouquins, à m'inspirer des autres, parce que des fois, en écoutant les uns et les autres, je vais avoir une idée que je vais trouver, et parfois il me faut une semaine pour trouver une idée que je vais donner en conférence qui va durer une minute. Je Mm. suis toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles histoires, de nouveaux exemples ou d'une nouvelle formulation. Je vais te donner juste un tout petit exemple qui est rigolo pour te montrer l'importance de la formulation. Et après, pardon, je reviendrai à ta question. C'est que, par exemple, hier, j'ai trouvé une idée et j'étais fou de joie d'avoir trouvé cette idée qu'on pourrait, que je pourrais formuler sous une forme de citation. J'ai trouvé l'idée suivante, c'est plutôt que de dire à quelqu'un, tu sais, quand on veut, on peut, si tu as de la volonté, eh ben, tu y arriveras, ça n'a aucun impact. J'ai trouvé la formulation suivante, c'est que on a tous un grand pouvoir à condition d'avoir un grand vouloir. Mm. Tu vois la Ex- formulation de la question, Excellent. Ouais. la formulation de la phrase, ça change tout. On Ouais. est doté de grands pouvoirs à condition d'avoir un grand vouloir. Eh Ouais. bien, voilà, j'ai trouvé cette formulation-là. Je sais que je vais la glisser dans ma conférence et que ça va tout changer. Eh Ouais. bien, la même chose pour les histoires. Je vais te donner un autre exemple. Je vais m'inspirer des contes japonais. J'ai acheté des livres sur les contes turcs, sur les histoires africaines. Et je vois si je peux pas trouver des idées là-dedans. Eh bien, j'en ai trouvé. Mm. Et donc, quand dans une conférence, à un moment, en 2 minutes, tu racontes une histoire japonaise qui est désopilante ou qui est très puissante, eh bien, tu fais la différence parce que personne ne l'a jamais entendue. Je raconte des histoires drôles dans mes conférences que personne n'a jamais entendues. Et maintenant, si tu racontes une histoire que tout le monde a entendue dans la bouche de Bigard, t'es grillé. Ouais. Quand tu racontes, comme tu viens de le dire, parce que tout le monde maintenant est son propre média et il y a de plus en plus de bruit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un a une bonne idée, il la poste. Et donc, effectivement, comme tu le dis, la structure du j'étais timide, je n'arrivais pas à aborder les filles, et puis j'ai suivi cette formation, et maintenant les filles, je ne sais plus quoi en faire, au secours, mais au Mm. secours. Mm. Donc, il faut trouver d'autres leviers et aller chercher des idées là où on ne t'attend pas. Mm. Et c'est très drôle ce que tu dis. Je vais le mettre en lien avec une histoire vécue récente. Je suis allé voir le dernier film Avenger. Euh, donc, j'étais très impatient. J'avais vu le précédent, Infinity War. J'étais très impatient. Je suis sorti du film. Ouais, J'étais déçu. ouais, Et en fait, je me suis rendu compte après que je me suis dit, pourquoi tu as été déçu? Moi, j'avais des grosses attentes sur le film qui n'ont pas été remplies. Mais aussi, au-delà de ça, je me suis rendu compte, c'est que en fait, j'étais usé. ouais, C'était toujours les mêmes structures, toujours la même. exactement. Et au point que j'ai plus envie de voir ce genre de film. J'ai envie de films qui m'étonnent, qui me surprennent, qui me fassent réfléchir. Exactement. Et donc, ouais, ça vient au point. Et Pareil l'autre, avec Jurassic Park, c'est pareil ouais. avec. Voilà, on utilise les mêmes leviers et il faut savoir une chose, c'est que euh, l'un des ressorts les plus puissants de la persuasion ou de l'influence, c'est la capacité qu'on a à surprendre et à étonner. C'est Mm. pour ça que l'humour, ça marche. L'humour, c'est un effet de surprise. Tu t'attends Oui. pas à cette vanne, Mm. mais quand tu vas voir un spectacle d'un humoriste qui utilise toujours les mêmes ressorts, tu rigoles de moins en moins. Mm. Qu'est-ce qui a fait le succès d'un groupe comme Queen? C'est que Freddie Mercury ne voulait jamais que les chansons suivantes se ressemblent. Ouais. Donc, les albums étaient toujours très différents. Mais aujourd'hui, tu as combien d'artistes qui font un album qui est pas mal et le deuxième est à peu près le même, c'est à peu près les mêmes musiques, donc ils se suicident. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, donc il y a cette et c'est vrai que cette notion de surprise, de
elle se retrouve partout. Moi, je vois par exemple sur du mailing, les titres qui ont toujours le mieux marché, c'est des titres qui captaient l'attention, qui amenaient une curiosité d'aller plus loin Ouais, et qui n'étaient pas sur des structures classiques. Ouais. c'est ça. Donc, donc, et l'autre point que j'aimerais justement, si j'ai bien compris la synthèse, ou du moins je mettrai sous une métaphore, j'ai l'impression que lorsque tu crées une conférence, en fait, je te vois un peu comme quelqu'un qui va visiter plusieurs endroits avec des enchères, plusieurs vide-greniers et autres, pour trouver les pièces uniques. Et après, rassembler toutes ces pièces uniques pour arriver à faire un environnement qui est juste exceptionnel avec ça. Mais en fouinant, en cherchant, en allant un petit peu partout. C'est exactement ça. Mm. C'est-à-dire que quand j'ai un thème, Mm. là par exemple, je suis en train de préparer une conférence qui sera prête dans un an. Le thème s'appelle Donner envie. Vendeur, arrêtez de vendre, faites-vous acheter. Et donc là, je suis comme un fou pour trouver des idées pour alimenter une conférence qui durera 1 heure et demie sur comment donner envie, Mm. comment stimuler le désir. Et je regarde des centaines de vidéos, je lis des bouquins là-dessus, je discute avec les amis. Aujourd'hui, tous mes consultants, ils en peuvent plus parce que j'arrête pas de les embêter sur est-ce que tu as trouvé une idée, est-ce que tu as vu une pub, est-ce que tu as vu un film, qu'est-ce qui t'a donné envie. Voilà. Et donc, petit à petit, je mets des flèches dans mon carquois. Pour l'instant, j'ai de quoi alimenter une demi-heure, mais il faut que j'en ai au moins 1 heure. Donc, pour l'instant, je suis pas prêt du tout. D'accord. Et là où justement, il y a quelque chose qui est admirable pour moi par rapport à ma façon de fonctionner, c'est que je suis très impatient. Comment Oui. arrives-tu à faire pour attendre 1 an ou 2 ans avant de sortir une nouvelle conférence, surtout quand en plus c'est ton bébé et on le sent à ta voix que ça t'excite de bosser dessus, quoi. Écoute, je suis comme toi. Simplement, j'ai la chance de faire ce métier qui est exceptionnel de conférencier. Donc, ce qui me fait patienter, c'est que j'ai l'excitation de monter sur scène chaque fois. Tu vois, là, je vais Mhm. en Allemagne demain pour donner une conférence pour un groupe de cosmétiques. Je suis comme au premier jour, alors que j'ai donné plus de 1200 conférences. Je suis comme au premier jour quand je monte sur scène. Pourquoi? Parce que je sais que dans la salle, il y a 90% des gens qui ne me connaissent pas et qui se disent oh là là, qu'est-ce que ça va être encore un conférencier sur la vente, au secours. Et j'ai à peu près 3 minutes pour leur donner envie de s'investir et de m'écouter. Et après, j'ai 1 heure pour les garder, 1 heure et demie. Et Et là, à chaque fois, c'est un challenge, c'est un jeu. J'ai l'impression d'être un torero dans l'arène. Sauf que je ne tue pas le taureau à la fin, mais je joue avec mon public et j'adore ça. génial. Et la répétition, de répéter toujours une même structure, ça ne te dérange pas? Tu le… Ça ne me dérange pas parce que j'ai 7 conférences différentes et elles sont toujours alternées. Si D'accord. j'en avais qu'une seule, ce serait difficile au bout de 10 ans. Ma première conférence, j'ai dû la faire pendant 5 ans là, parce que j'en avais qu'une seule avant d'en Mhm. avoir une seconde. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que c'était un peu plus fatigant. Mais là, maintenant, j'en ai 7. Bientôt, j'en aurai une huitième et j'alterne. Tu varies les plaisirs, ouais. Mm. D'accord, super. J'aimerais maintenant en venir sur la seconde partie aussi de cette interview. Je voulais te poser des questions aussi sur LinkedIn parce que tu as une très grosse visibilité sur LinkedIn. Tu es une référence, selon moi, de parmi toutes les personnes, ou du moins toutes les personnes que j'ai pu constater, regarder sur LinkedIn. Est-ce que tu pourrais nous dire ben, qu'est-ce qui t'a amené à ce réseau social? Est-ce que tu utilises ce seul réseau social ou un autre? Et comment il s'inscrit d'un point de vue purement business dans ta stratégie de développement? OK. En fait, tu sais, ça n'a pas été une volonté, ça a été plutôt un hasard. J'y suis allé un peu comme tout le monde parce qu'il fallait avoir sa fiche LinkedIn. Mhm. Donc, je crois que j'ai créé ma fiche en 2007 ou 2008. Et puis je m'en suis pas occupé. Sauf que au bout d'un moment, d'un jour, tu as un client qui te dit est-ce que je peux vous contacter sur LinkedIn? Tiens, je vous envoie un message sur LinkedIn. Donc, par la force des choses, tu y vas. Et puis, arrive le fait, c'est que on commence à parler de social selling dans les années 2012-2013, je crois. Et moi, en tant que formateur, en tant que conférencier,
sur la vente, je suis obligé de savoir de quoi il retourne. Sinon, je suis complètement disqualifié puisque tout le monde y est et puis tout le monde y est de plus en plus. Donc, en 2012, je crois, je commence vraiment à m'y intéresser, mais sans avoir une véritable stratégie. Et je te raconte l'anecdote parce qu'elle est vraiment très drôle. Un jour, je tombe sur une photo. Et cette photo, c'était une photo où il y avait une ligne jaune qui était au milieu de la route, qui tout à coup se mettait à dévier pour éviter une branche d'arbre. C'est-à-dire que la ligne jaune n'était pas droite et on voyait que manifestement celui qui l'avait tracé avait voulu éviter de ramasser la branche et avait continué sa ligne en la faisant tordue. Et je suis outré en voyant ça. Et comme mon sujet, c'est la motivation et la performance commerciale, je poste cette photo et j'écris « J'ai un job, mais je m'en fous ». Et pour la première fois, j'ai des milliers de commentaires, de likes. Et je me suis dit, c'est drôle. Je l'avais posté sans intention, juste pour le plaisir. Et puis, 15 jours plus tard, je retombe sur une photo, comme ça, sur Internet, sur Twitter. J'en fais un screenshot et je la mets sur LinkedIn avec j'ai un job, mais je m'en fous. Et là, à nouveau, milliers de commentaires. Et puis là, quelqu'un m'envoie en direct message « Michael, moi je bosse pour une banque, je ne peux pas poster ce genre de photo, mais regarde la photo que j'ai faite, je te l'envoie. Si tu veux, tu peux la poster toi-même. » Et je commence à créer une rubrique « J'ai un job, mais je m'en fous ». Je reçois des milliers et des milliers de commentaires. Donc ça devient un jeu, j'ai aucune stratégie. Et donc on doit être en 2013, je pense. Et je commence à poster des photos un peu décalées, un peu originales, qui ne cadrent pas avec mon profil. Et un jour, un de mes amis me dit « Mais Michael, t'es cinglé. T'es un conférencier professionnel avec l'image qu'est la tienne. T'es en train de détruire ton image. À poster des photos comme ça fait pas sérieux, ça fait pas professionnel. » Et je lui réponds, ben justement, je crois que c'est ce que j'ai envie de faire parce que y a trop de posts et de billets sur le même thème, tu sais, la génération Y, le leader versus le manager. Je n'en pouvais plus de ces articles, justement, ce dont on parlait, qui étaient plus surprenants. Et je me suis dit, je vais être cette voix dissonante sur LinkedIn, je vais poster des choses un peu décalées. Et un jour, j'ai reçu un troll qui me dit on n'est pas sur Facebook, vous êtes ridicule, arrêtez de poster ce genre de photos. Et ça m'avait un peu choqué. Et j'ai envoyé j'ai écrit un billet sur LinkedIn en disant à tout mon réseau voilà, est-ce que vous voulez que j'arrête? Est-ce que vous trouvez ça ridicule, grotesque? Et j'ai reçu, je m'en souviens encore, il y a eu 400 000 vues. Et sur ces 400 000 vues, à peu près, j'ai eu plus d'un millier de commentaires sur le thème « Non, continuez, vous êtes notre bouffée d'air frais du matin ». Et puis, 5-6 personnes qui ont dit « Oui, vous devriez arrêter ». Donc, j'ai décidé à ce moment-là que j'arrêterais plus jamais parce que finalement, ça plaisait énormément. Ouais, c'est génial. Et donc, je suis cette voix un peu dissonante avec une communication décalée, avec des messages très clivants de temps en temps. Je prends des risques. Oui. Ça me vaut d'être insulté. Oui, parce que tu te positionnes beaucoup, hein, j'ai remarqué sur ton… Oui, totalement. Mais tu sais, Nicolas, j'aurais peut-être pas fait ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, mon carnet de commandes est plein à craquer. Je refuse beaucoup plus de conférences que je n'en accepte parce que je peux en prendre qu'une seule, voire 2 par jour. J'ai des jours en janvier, qui est mon plus gros mois, où j'ai 7 à 8 demandes par jour sur la même journée. Donc, je peux me permettre, j'ai cette liberté-là aujourd'hui à 53 ans, de pouvoir dire Et là, tu sais ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire j'ai fait le job et je m'en fous. Et voilà. Donc je m'en fous. C'est pas mal. Je me contrefiche Ouais, de tu as fait le job. Et ça me vaut d'avoir justement du relief. J'avais écrit un billet
Tu sais, quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à personne. Tout à fait. Euh, j'aime bien prendre cette analogie que je prends assez souvent. Si tu goûtes du jus d'orange, ça a un goût prononcé de jus d'orange. Si tu goûtes du jus d'ananas, c'est un goût prononcé de jus d'ananas. Quand tu mélanges l'orange et l'ananas, c'est pas mal. Mais quand tu fais 6 fruits et légumes, c'est dégueulasse. Ouais. Et donc, quand tu veux faire des choses qui plaisent à tout le monde, tu n'as plus de goût, tu n'as plus de saveur, tu n'as plus de relief, tu n'as plus d'aspérité et plus personne ne t'apprécie. Et puis tu te positionnes aussi parce que du coup, au moins, tu as des personnes qui viennent à toi qui sont dans le même type de valeur, dans le même état d'esprit que toi. Donc Oui. ça aussi, ça fait un super filtre. Hein. Et puis, mais il y a ça d'une part, mais il y a aussi des milliers, des dizaines de milliers. J'ai près de 60 000 followers, je crois. J'en ai 58 000, je crois. Je sais que j'en ai des milliers qui ne commentent pas parce qu'ils ne veulent pas commenter ou liker, parce qu'ils ont une image corporate, mais qui me regardent. Et parfois, je reçois beaucoup de mails sur le thème. Je ne reçois plus vos mails. Je ne reçois plus vos messages dans mon fil d'actualité. Et je leur explique que s'ils ne me likent pas, s'ils ne me commentent pas, s'ils ne me partagent pas, l'algorithme LinkedIn considère qu'ils n'aiment pas mon contenu et à un moment, il ne leur propose plus. Je leur dis, voilà, si vous voulez recevoir mes publications, likez-moi de temps en temps parce que sinon, l'algorithme va considérer que vous ne m'aimez pas. Et du coup, tu utilises que LinkedIn ou tu as d'autres réseaux sociaux? Alors, j'utilise professionnellement quasiment que LinkedIn. À 95%, j'y passe beaucoup de temps, Nicolas, beaucoup, beaucoup de temps. D'accord. Parce que j'ai un métier qui me donne beaucoup de liberté en termes de temps. Une conférence, ça dure 1h30 et tout le reste de la journée, le plus souvent, je suis en déplacement, je suis dans le train, donc je passe quasiment 3 heures par jour sur LinkedIn. Ah ouais, d'accord. Sur ces 3 heures, il y a 1 heure quasiment à répondre aux messages privés, aux direct messages, et 2 heures à regarder, à publier, parfois à écrire, à commenter les autres, à participer au bruit ambiant en commentant, en partageant. Tu l'as pas délégué la réponse à certains messages ou sous-traité une partie? Non. Non, parce que c'est toujours très très personnel. D'accord. Okay. Et je peux pas déléguer. Et en plus, les gens apprécient de savoir que c'est moi derrière. Mais je vais arriver à une limite, Nicolas. Ouais. Là, ça me prend de plus en plus de temps. J'ai de plus en plus de messages et je peux pas y passer. Je peux pas passer 3 heures par jour. Alors, en plus, je passe quand même beaucoup de temps à mécontenter mon audience parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent est-ce que tu peux parler de mon produit, toi qui as une grosse audience, est-ce que vous pouvez promouvoir, commenter, et ça je m'y refuse catégoriquement. Oui, tu fais bien. Je ne suis pas un homme sandwich, sinon ce sera sans fin et surtout mon réseau détestera que je fasse de la pub. Ça va sonner faux, ça sonnera faux. Exactement. Je suis également un peu sur Twitter, mais là, plus à titre personnel, puisque je parle beaucoup de politique et de laïcité, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et un tout petit peu, j'essaye d'apprivoiser Instagram. D'accord. Ouais. Et finalement, ça rejoint quelque chose que je trouve qui, en termes de modélisation, on va dire de performance business, je me rends compte que toute personne qui vraiment arrive à mettre une énergie très forte sur un réseau social plutôt que de diluer sur plein de réseaux sociaux, eh bien, c'est beaucoup plus vertueux, quoi. C'est beaucoup plus vertueux. Ouais. Parce que tu en fais un. Alors, il faut savoir une chose, je suis très transparent. LinkedIn m'apporte à peu près 20% de mes conférences. D'accord. Ok. D'accord. C'est-à-dire que peut-être un peu moins, 15%. Je donne à peu près 15 conférences par mois et j'en ai 2 qui arrivent de LinkedIn par mois. Et qu'est-ce qui te pousse alors à continuer à passer du temps sur LinkedIn? Parce que c'est un métier, celui de conférencier, où il faut avoir une bonne visibilité. Plus les gens te connaissent, plus les gens ont entendu parler de toi, plus ils sont susceptibles de dire à leur patron dites-moi, il y a quelqu'un qui s'appelle Michael Aguilar sur LinkedIn, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il est conférencier, pourquoi on ne l'inviterait pas à notre prochaine convention? Et c'est sympa d'arriver sur scène et de savoir qu'il y a déjà, je sais qu'il y a 15% du public qui me connaissent déjà, parce qu'ils font des publications. Il faut être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je vais te donner un exemple assez intéressant.
je suis contacté la semaine dernière par un consultant qui m'appelle en me disant j'aimerais bien travailler pour vous, pour votre cabinet de formation. Je suis formateur commercial et ça tombait bien parce qu'actuellement tous mes consultants sont pleins à craquer et j'aurais bien besoin d'une ressource supplémentaire. Je lui dis bah, écoutez, on peut en parler, on peut commencer à en parler en tout cas. Donc il m'envoie un mail. Hein. Je me dis tiens, je vais aller voir son parcours, je vais voir ce qu'il écrit sur LinkedIn. Il n'est pas sur LinkedIn, Nicolas. Il n'a pas de profil LinkedIn. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça cache? Comment se fait-il que quelqu'un qui est formateur commercial n'ait pas de profil sur LinkedIn? J'ai laissé tomber. Je ne lui ai pas donné sa chance. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. Dans le business, quand tu es dans le business, particulièrement comme consultant, ne pas être sur LinkedIn, c'est une faute professionnelle pour moi qui est impardonnable. D'accord. D'accord. Et aussi, je pourrais en revenir aux fameux 20% de tes conférences. Ce que j'entends au vu de ton retour, c'est qu'effectivement, peut-être que directement, tu as 20% de conférences qui viennent par LinkedIn, mais indirectement, finalement, peut-être qu'il y a cet effet halo qui se fait et qui fait que ça convertit ou que peut-être il y a, comme tu dis, une personne dit « Ah, j'hésite à prendre Michael Aguilar en conférencier, je ne sais pas trop. » Et une personne qui te suit, qui est dans l'équipe, qui dit « Ah, mais ouais, franchement, moi, je suis, prends-le, c'est vraiment la bonne personne. » Il y a des déclencheurs comme ça qui… Tu sais, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de tracer l'origine d'un business. Oui, complètement. Il y a quelqu'un qui va te dire « Oui, je vous ai vu sur YouTube », mais il t'a vu sur YouTube parce que il t'avait vu juste avant sur LinkedIn où tu avais un lien sur YouTube et il a entendu parler de toi. Il a été voir ton profil LinkedIn parce qu'un copain lui a dit « Tiens, j'ai assisté à une conférence avec ce gars-là, va le voir sur LinkedIn ». Mais en fait, l'origine, c'est le bouche à oreille. Là. C'est ni YouTube ni LinkedIn, c'est le bouche à oreille. Et aujourd'hui, il faut être un peu partout. Il faut être partout. Parce que tu sais jamais d'où peut venir un business aujourd'hui. Avant, il y a 20 ans, le business, il venait du mailing ou du phoning. C'était simple. Mais maintenant, il peut venir de n'importe quelle plateforme indirectement. Tu sais que j'ai fait des tests de tracking, justement, de vente. Et je me suis confronté à cette problématique-là pour arriver à savoir exactement d'où venaient les ventes d'une formation en ligne. Et il n'y a que la vente directe qui m'a permis de savoir, mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'était super compliqué. Alors, pour conclure, est-ce que j'aime bien poser cette question à mes invités? Est-ce que tu pourrais nous raconter une de tes plus grosses galères professionnelles et comme toute galère est riche d'enseignements, ce que tu en as tiré? Alors, je vais te raconter ma plus grosse galère de conférencier. Parce que des galères, comme n'importe quel entrepreneur ou petit entrepreneur, j'en ai connu plein, des marchés perdus, des gens qui t'achètent des choses et qui disparaissent. Enfin bon, mais en tant que conférencier, c'était il y a 4 ans. C'était une conférence pour une association de chefs d'entreprise qui se passait sur une péniche. Et j'arrive toujours 2 heures à l'avance pour installer le matériel et parce que très souvent, tu as des galères techniques. Et donc, j'arrive 2 heures en avance dans la péniche et je demande à voir un technicien. On me dit non, il n'y a pas de technicien. Je dis mais où va se passer la conférence? Et ils me disent là. Et donc là, je vois un plateau vide, genre une piste de danse. Je dis très bien, mais la conférence est dans 2 heures. Il y a 300 personnes. Où sont les chaises? Ils me disent mais on ne nous a pas réservé de chaises. Je dis, on nous a réservé la péniche. Je dis mais l'écran, où est l'écran pour mon slideshow, le vidéoprojecteur? Il me dit mais il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de vidéoprojecteur. Je dis mais attendez, et là le client arrive au bout d'1 heure et il demande mais vous n'avez pas les chaises? Et là le propriétaire de la péniche, je dis vous m'avez réservé juste une péniche. Et donc là je pique un coup de sang, je dis à l'organisateur, au client, je lui dis écoutez, je vais pas pouvoir faire ma conférence, j'ai pas mon slideshow, j'ai pas mes films, j'ai pas les vidéos, ça n'a pas de sens. Et là le client me supplie, il me dit ne me plantez pas, je vous en supplie. C'est très très important pour moi. Je viens d'arriver dans l'entreprise.
Je dis, mais comment et je dis, mais je n'en revenais pas qu'on puisse louer une péniche sans les fauteuils. Tu vois, c'est comme si tu vas Ouais, dans un restaurant et t'as pas t'as les pas trucs. les couverts. Et donc là, le client m'a supplié de faire la conférence alors que j'avais envie de laisser tomber. Bien sûr. Les participants sont arrivés, la conférence a eu lieu debout. J'ai dû improviser à l'arrache des contenus pour remplacer tous ceux où j'avais des vidéos, où j'avais Et des images. oui. Quand un bateau passait, la péniche tanguait, il y avait la moitié des gens qui avaient envie de vomir, moi y compris. L'enseignement que j'en ai tiré, c'est que il faut toujours avoir un plan B et un plan C. Mm. Alors, j'ai toujours maintenant, aujourd'hui, un plan B et un plan C, c'est-à-dire que la plupart de mes conférences, pas toutes, mais 5 sur 7, si jamais la vidéo ne marche pas, si jamais l'écran ne, ne descend pas, si jamais la lampe du vidéoprojecteur, je suis capable de faire une conférence sans slideshow. Mm. D'accord. Donc, J'ai un plan B. ouais, donc du coup, Mon Mac est volé. J'ai toujours sur moi une clé USB avec la même présentation en PowerPoint. Et alors que moi, j'utilise Keynote sur Mac, mais j'ai le plan B. Et bien on m'en a pris, par exemple, le mois dernier, j'ai donné une conférence à Nîmes dans une salle de cinéma qui n'acceptait pas les Macs. Et heureusement que j'avais ma clé USB avec ma présentation sur PowerPoint. Il y avait quelqu'un dans l'assistance qui avait son PC. On a utilisé son PC. donc ouais, t'as tout sécurisé finalement. Tu, euh, tu t'adaptes. Et c'est en fait, finalement, un développement d'une adaptabilité à quelle que soit la situation derrière. Mm. Parce que tôt ou tard, ça arrive. Tôt ou Ouais, tard. ouais, super. Ben, écoute, merci pour avoir pris du temps sur ton agenda qui est assez chargé pour venir faire cette interview. Je suis vraiment touché. Et ben, dernière question, la plus importante de toutes, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te suit? Ah ben, sur LinkedIn essentiellement. On peut me suivre également sur Twitter. Mais là, ce sera plus engagé, plus politique. Ok, Euh, et sur LinkedIn, j'annonce quand je donne quelques conférences publiques, j'en donne très peu, je les annonce. Donc ceux qui auront envie de me voir, qu'ils me suivent, qu'ils me suivent régulièrement sur LinkedIn. ouais, je vais regarder les prochaines que tu fais sur Toulouse. Ouais, avec plaisir. Salut Nicolas, merci pour tout. Merci, à très vite. Ciao. Ciao.